Ceci est une vidéo sur les avalanches. Ce qu'elles sont, ce qui les provoque, comment on peut prévenir les avalanches destructrices et quoi faire si jamais vous vous retrouvez pris dedans. Pour vraiment ressentir la force de l'avalanche sur votre corps, il n'y a vraiment rien qui puisse vous y préparer. Pour cette vidéo, nous avons suivi les pisteurs de la plus grande station de ski d'Amérique du Nord, Whistler Blackcomb, pour déclencher des avalanches et les filmer de près. Si vous avez déjà traversé les montagnes en hiver ou skié en station, c'est grâce aux connaissances des nivologues, prévisionnistes d'avalanches et pisteurs que vous étiez en sécurité. En cherchant sur Google l'avalanche la plus meurtrière, le premier résultat concerne celle de mai 1970 qui a détruit Yungay et 10 villages voisins. On estime que 30 000 personnes ont été tuées. Mais l'avalanche a été déclenchée par un séisme de magnitude 7,9 et l'avalanche a provoqué un glissement de terrain qui a enseveli la ville, donc ce n'était pas vraiment une destruction due à une avalanche. Les avalanches de neige les plus meurtrières sont survenues en décembre 1916 durant la Première Guerre mondiale, notamment lors de combats dans les Dolomites au nord de l'Italie. Là-bas, des milliers de soldats italiens combattaient les soldats austro-hongrois et l'hiver avait été particulièrement neigeux. Plus de 12 mètres de neige étaient tombés sur la chaîne de montagnes durant la première semaine de décembre. Le 13 décembre, une seule avalanche a anéanti les baraquements autrichiens près du mont Marmolada, tuant au moins 275 personnes. Mais ces effets indirects furent bien plus dévastateurs. Les deux camps de soldats ont compris qu'ils pouvaient utiliser la neige comme une arme. Ainsi, les soldats des deux camps tiraient des obus d'artillerie sur la montagne au-dessus des camps ennemis, déclenchant délibérément des avalanches. Au cours des jours suivants, entre 2000 et 10 000 soldats sont morts, ensevelis sous la neige. La majorité des avalanches mortelles ne sont pas causées par des séismes ou des tirs d'artillerie. Elles sont provoquées par des skieurs, snowboarders et motoneigistes en hors-piste. 93% des avalanches mortelles aux États-Unis ont été déclenchées par le poids de la victime, ou par quelqu'un du groupe de la victime. Alors, comment quelque chose d'aussi massif et destructeur peut-il être déclenché par le poids d'un seul être humain ? Voici Bruce Trumper. Il a littéralement écrit le livre sur les avalanches qui nous a inspirés pour cette vidéo. J'étais un skieur de compétition passionné. Après avoir arrêté, j'ai installé des remontées mécaniques pour la patrouille de ski de Bridger Bowl, où j'ai connu ma première avalanche. Ce jour-là, mon travail était de resserrer tous les boulons à la base de chaque pylône de télésiège pour le test de charge. Ils m'ont averti, une fois le pylône terminé, surtout ne traverse pas la grande zone d'avalanche en dessous. Et tu sais, j'ai fait une remarque sarcastique du genre « Ouais, je sais tout ça, t'inquiète pas pour moi, tu sais ». Quand j'ai fini de serrer ces boulons, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur vraiment grave parce que je m'enfonçais jusqu'à la poitrine et j'avais presque besoin de sortir une pelle et de creuser comme un tunnel dans la neige pour remonter sur la crête. Et c'était juste un travail épuisant. Ensuite, je me suis un peu emballé en me disant que je connaissais ces fameux ski cuts. Je peux simplement prendre de la vitesse et atteindre l'autre côté parce que c'est là que je veux aller de toute façon. Et comme un idiot, c'est ce que j'ai fait. Lorsqu'une avalanche se déclenche, elle se met en mouvement et tu t'effondres sur la neige, perdant l'équilibre comme si un tapis était tiré sous tes pieds, puis tu tombes en remontant la pente. Allongé dans la neige, je me faisais traîner vers le bas de la montagne. J'étais coincé. Je ne pouvais pas m'en sortir. Tu sais, heureusement, j'ai pu m'attraper à un petit arbre, mais la neige me frappait violemment, tu vois, et elle a failli me briser la nuque en passant à côté de moi alors que j'étais accroché à cet arbre. Heureusement, la plupart de cette neige est passée. C'est pourquoi je ne suis pas mort ce jour-là. Mais ensuite, l'arbre a finalement cédé ou quelque chose s'est passé et j'ai commencé à dévaler la pente de l'avalanche. Heureusement, en bas, j'étais enterré qu'à la poitrine. J'étais à l'arrière de l'avalanche et l'avalanche s'arrête d'abord par l'arrière, donc ça ralentit pendant que l'avant continue d'avancer. Vous savez, j'ai eu beaucoup de temps pour y penser le reste de la journée en serrant le reste de ces boulons et en me disant « Bon sang, j'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir et je suis pas mort. » Tu serrais des boulons, tu as été pris dans une avalanche et ensuite tu es retourné serrer des boulons ce jour-là. Tu vois, tu es retourné travailler.
Oh oui, oui, quelqu'un devait le faire. J'étais ce gars-là, c'était mon boulot. Tu sais, c'est comme ça que mon père m'a élevé. Tu fais le boulot, tu vois? Une avalanche survient quand les liaisons cristallines entre cristaux de neige se brisent. La friction qui maintient la neige sur la montagne ne suffit pas à contrer la gravité. Les avalanches sont classées de 1 à 5 selon leur taille. Une avalanche de taille 1 ne serait pas assez grande pour ensevelir une personne, mais une de taille 5 impliquerait 100 000 mètres cubes de neige, parcourant plusieurs kilomètres, causant une destruction à grande échelle. Il faut d'abord noter que la neige n'est pas uniforme. Le manteau neigeux se forme tempête après tempête, donc il est constitué de couches. Et ces couches ne sont pas toutes identiques, et elles évoluent avec le temps en fonction des conditions auxquelles elles sont exposées. Température, humidité, soleil, vent et pluie influencent la structure de la neige. Par exemple, après une chute de neige fraîche, s'il y a une journée chaude et ensoleillée, la neige va fondre, puis regeler pendant la nuit, créant ainsi une couche de glace. La condition la plus importante est le gradient de température dans le manteau neigeux, mais nous y reviendrons. Le manteau neigeux garde la trace de tout ce qu'il subit. Si vous creusez dans la neige, vous pouvez lire les différentes couches pour comprendre son passé. 9 types de problèmes d'avalanche sont reconnus, mais il en existe 2 principaux, la plaque et la neige meuble. Il y a 2 types d'avalanches de neige meuble, sèche et humide. Dans les avalanches sèches de neige meuble, la neige est, comme son nom l'indique, peu cohésive. Elle n'est pas agglomérée. Donc une fois déclenchée, elle s'étale en éventail. Les avalanches de neige meuble sont parfois appelées avalanches de départ ponctuelles. Les avalanches de neige sèche, dites slow par les skieurs, ne sont généralement pas dangereuses, mais peuvent emporter un skieur hors d'une falaise. C'est drôle parce que dans la communauté du ski, on a simplement décidé qu'un certain type d'avalanche n'était pas vraiment une avalanche. On l'appelle juste autrement. Hier, au Heilbronner, j'ai été pris dans une coulée de neige meuble. On sent comme un mur de neige qui vous pousse par derrière. Honnêtement, c'est plutôt amusant. C'est fun. C'est un peu comme le surf. C'est dynamique. Ça bouge et tu dois continuer à bouger avec le terrain parce que tu sais que oui, le slog est derrière toi et si tu ne vas pas assez vite, il va t'attraper. Un autre type d'avalanche est celle de neige humide. Cela survient souvent au printemps, sur les versants sud. Le soleil réchauffe la neige, la densifie et la liquéfie. Le soleil apparaît. Je ne crains pas trop la neige humide en mouvement pour l'instant, mais ce sera le cas dans 1 heure environ. Mais les avalanches les plus mortelles sont les avalanches de plaques où la couche supérieure de neige devient soudée, formant une plaque cohésive. Lorsque l'avalanche est déclenchée, la neige se détache d'un seul coup en gros blocs. La fréquence des avalanches de plaques dépend de l'inclinaison de la pente de ski. En dessous de 25 degrés, il est peu probable qu'une avalanche de plaques se produise, car la gravité n'est tout simplement pas assez forte pour entraîner la neige vers le bas de la montagne. Toute pente plus raide que 50 degrés est également peu susceptible de provoquer des avalanches dangereuses, car la pente est tellement abrupte qu'il est difficile pour la neige de s'accumuler. Des petites coulées régulières et des avalanches de plaques empêchent l'accumulation de plaques plus grandes et plus dangereuses. 75% des avalanches de plaques dangereuses se produisent entre 34 et 45 degrés. Pour comparer, une piste noire fait en général autour de 30 degrés et une double noire autour de 40. En d'autres termes, Les meilleures conditions de ski sont aussi les meilleures pour les avalanches. ce qui est vraiment terrifiant avec les avalanches de plaques, c'est que vous pouvez les déclencher à distance. Vous pouvez skier ou marcher sur une pente bien inférieure à 30 degrés et déclencher une avalanche sur une pente plus raide au-dessus de vous. Et les avalanches de plaques sont rapides, elles peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 120 km/h. Des amis sont morts ainsi, on ne réalise pas à quel point ces fissures peuvent s'étendre dans la neige. Les avalanches de plaques ont 3 parties. La surface de glissement, située sous la neige. Ensuite, il y a une couche fragile et la plaque supérieure. La surface de glissement et la plaque sont des couches solides, constituées de neige adhérente. Le type de neige avec lequel on peut faire une boule de neige, la forme des cristaux de neige dans les couches solides a tendance à être arrondie. En revanche, la couche faible est composée de cristaux de neige qui n'adhèrent pas facilement les uns aux autres. Ceux-ci ont tendance à être plus anguleux ou à facettes. Mais il existe plusieurs types de couches faibles. L'un des plus préoccupants est connu sous le nom de givre de surface.
Il n'est pas constitué de neige tombée du ciel. Il se forme à la surface de la neige. Lors des nuits froides et claires, la neige rayonne sa chaleur et devient plus froide que l'air. L'air chaud retenant plus d'humidité que l'air froid, celle-ci se cristallise sur la neige et forme du givre de surface. Le givre de surface se forme par condensation. C'est l'équivalent de la rosée pour la neige. Les grains sont très anguleux et ils n'adhèrent pas entre eux. Le givre de surface est généralement détruit par le vent ou fondu par le soleil. Mais si une tempête de neige survient juste après la formation de ces cristaux, ils peuvent être ensevelis et dans ce cas, ils créent une couche fragile très dangereuse qui est parfaite pour les avalanches. Une autre couche fragile dont il faut se méfier, ce sont les cristaux de neige à facettes, qui étaient autrefois ronds mais qui sont devenus anguleux dans le manteau neigeux. Les facettes apparaissent avec un fort gradient de température dans la neige. Un gradient thermique de moins d'1 degré par 10 cm ne produit pas de facettes. Tout dépassement de cette valeur peut en produire, d'où la mesure de la température dans une fosse à neige. Un fort gradient thermique peut aussi indiquer une couche faible. Près d'une croûte, les gradients de température peuvent être extrêmes. À 10 cm, il faisait moins 5,5 degrés Celsius. À 20 cm, moins 3,7 degrés Celsius. C'est une différence de 2 degrés. Le bas de la neige est plus chaud que le dessus de la neige, donc la neige plus chaude près du sol se sublime, passant directement de l'eau solide à la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau monte à travers le manteau neigeux, puis rencontre les cristaux de neige plus froids. À ce stade, elle se recondense en cristaux à facettes qui, comme le givre de surface, ne s'attachent pas, formant une couche fragile. Plus le changement de température est important, plus les cristaux de neige évoluent rapidement. S'ils changent rapidement, cela peut favoriser la formation de facettes et donc l'instabilité. L'autre facteur clé des avalanches de plaques est la rigidité de la plaque. Comme la neige est cohésive, lorsqu'une force est appliquée et que l'interface entre la plaque et la couche faible commence à glisser, cette force, et donc le glissement, se propage. Bien que les plaques plus rigides puissent mieux résister aux déclenchements initiaux, leur rupture entraîne une propagation plus importante, ce qui conduit à des avalanches plus grandes. Cela provoque aussi plus de déclenchements à distance. Les avalanches sont courantes après les tempêtes. Le poids supplémentaire de la neige ajoute une charge au manteau neigeux, pouvant provoquer le glissement des couches faibles en profondeur. La plupart des avalanches surviennent pendant ou juste après une tempête. Les meilleures conditions de ski favorisent aussi les avalanches. Les vents forts accroissent aussi le risque d'avalanche. Le vent peut soulever et transporter la neige des zones ouvertes vers des zones plus abritées. Au fur et à mesure que la neige s'accumule, la pression du vent compacte ces particules de neige lorsqu'elles sont déposées, ce qui crée une couche dense et cohésive. Ces nouvelles couches de neige déposées sont appelées plaques à vent. Les plaques à vent peuvent être assez instables, surtout peu de temps après leur formation si elles se sont formées sur une couche fragile. Comme elles sont plus cohésives, ces plaques peuvent se détacher en gros blocs lors d'une avalanche, ce qui les rend particulièrement dangereuses. Autre préoccupation, les corniches. Les corniches se forment lorsque le vent souffle la neige par-dessus une crête et qu'elle s'accumule de l'autre côté en surplombant le bord. Les corniches pèsent plusieurs tonnes et lorsqu'elles tombent sur une pente, elles peuvent en déclencher d'énormes avalanches de plaques. Les skieurs hors piste testent parfois la stabilité d'une pente en laissant tomber une corniche dessus. Si la pente n'a pas cédé sous une corniche, elle cédera difficilement sous un skieur. Comment les stations de ski préviennent-elles les avalanches? Pour cette vidéo, le producteur de Veritasium, Peter, est parti avec l'équipe des pisteurs secouristes de Whistler Blackcomb, la plus grande station de ski d'Amérique du Nord. Mec, je suis vraiment excité, anxieux et enthousiaste. Ça s'annonce comme une bonne journée. Certaines sections des stations de ski sont des terrains d'avalanche, des pentes de plus de 30 degrés ou situées sous ces terrains. Avant l'ouverture d'une station de ski, les patrouilles contrôlent les avalanches pour la sécurité des skieurs. Fondamentalement, cela revient à déclencher les avalanches de manière sécurisée avant qu'il n'y ait des skieurs sur ou sous ces pentes. Cela est fait assez souvent pour que la neige n'ait pas le temps de trop s'accumuler. Ainsi, les avalanches déclenchées sont plus petites. Il existe plusieurs façons de faire cela, mais la plus courante consiste à utiliser des explosifs. Des charges explosives, avec une mèche de 2 minutes, sont allumées puis déclenchées sur les pentes où elles sont susceptibles de provoquer des avalanches. Oh là là! Je suis ravi d'avoir mis ces lunettes.
Parfois, cela se fait en jetant les détonateurs depuis un hélicoptère, mais la plupart du temps, cela se fait à ski. Il existe même des trams spéciaux où les détonateurs sont attachés à un mousqueton, puis transportés jusqu'à une pente difficile d'accès. Lorsque la charge explose, l'onde de choc brise la couche fragile, provoquant une avalanche. Oui. On a déclenché une coulée. C'était pas trop mal. C'était pas génial. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Bien que le tournage ait eu lieu juste après l'une des plus grosses tempêtes de la saison, nous n'avons pas eu de chance pour avoir de grosses avalanches. Nous avons filmé toute la matinée, et nous n'avons eu que cette coulée relativement petite. Donc je commençais à m'inquiéter. Et puis, nous avons réussi à obtenir cette prise. Oh mon Dieu, regarde ça! Oh! Le contrôle des avalanches s'applique aussi aux routes selon le même principe. Déclencher les avalanches avant qu'elles ne deviennent grandes et destructrices. Par exemple, l'autoroute transcanadienne qui relie les côtes est et ouest du Canada traverse le col Rogers, un col de montagne avec des sommets de 3000 mètres de chaque côté. La route longe directement une montagne qui s'appelle littéralement Avalanche Mountain. Ici, Parc Canada et l'armée canadienne effectuent le contrôle des avalanches en tirant des obus d'artillerie sur l'une des 270 cibles prédéfinies dans les montagnes voisines, déclenchant de petites avalanches avant qu'elles n'aient la chance de devenir grandes et destructrices et d'endommager l'autoroute. Des décès dus aux avalanches surviennent parfois à l'intérieur des stations, mais ils sont très rares grâce au travail assidu des patrouilleurs de ski. La majorité des blessures et des décès liés aux avalanches surviennent en hors-piste. C'est fou car en tant que skieur, on entend souvent parler des avalanches. Ça a l'air bien. Tu te rends compte que c'est mortel et que des gens en meurent chaque année. La neige est vraiment bonne. Mais ressentir réellement la force de l'avalanche sur ton corps, rien ne peut vraiment te préparer à ça. Chaque fois que je touchais le sol, j'essayais de planter mes mains, mes pieds et d'essayer de m'agripper au sol tout en essayant aussi de protéger ma tête. Je savais que si la neige s'arrêtait et que j'étais encore dessous, je serais enseveli, incapable de bouger. Je ne serais pas... Tu sais, je compterais sur mon pote pour me trouver, me déterrer et me sauver. Hey Van, attention, avalanche. Ce n'était pas une énorme avalanche, juste une taille 2, assez pour ensevelir une voiture, mais pas une maison. J'ai pu m'arrêter sur la pente avant qu'elle ne s'aplatisse, là où la neige s'accumule et où je serais enseveli. Ça aurait facilement pu t'ensevelir. Mais oui, c'était intense, vraiment intense. Et je me suis senti vraiment idiot parce que c'était la première montagne sur laquelle j'ai skié quand j'étais enfant. C'était cette montagne, cette même pente. J'étais si à l'aise que je n'ai même pas pensé que c'était un terrain d'avalanche. Et la neige. Enfin, je veux dire, et on a vérifié la neige en haut, mais je sais pas. Je n'étais pas vraiment conscient des dangers qui sont présents dès qu'on met un pied dans un terrain d'avalanche. Quelque chose comme ça peut arriver. Donc les 3 choses que vous devez apporter lorsque vous faites du ski hors piste sont un détecteur qui est ceci, une sonde qui est cette grande tige qui se replie pour tenir dans votre sac à dos, et une pelle. Si vous êtes enseveli dans une avalanche de plaques, il est presque impossible de vous dégager tout seul.
Pendant une avalanche, la neige est brassée et la friction la réchauffe. Donc elle fond un peu. Et puis quand l'avalanche s'arrête, elle regèle et devient aussi dure que du béton. C'est pourquoi, si tu es complètement enseveli, tu as besoin que quelqu'un d'autre te trouve et te dégage. C'est pourquoi en 1968, le détecteur d'avalanche a été inventé. Le détecteur est un émetteur-récepteur. C'est à la fois un émetteur et un récepteur d'ondes électromagnétiques à 457 kHz. En ce moment, il est en mode émission. C'est le mode à utiliser pour le ski hors-piste. Et s'il y a une avalanche, ce qui se passerait, c'est qu'il continuerait à envoyer ces ondes électromagnétiques dans toutes les directions. Ensuite, mes amis passeraient du mode émission au mode recherche et commenceraient à chercher ce signal. Et ce que ça donne, c'est qu'Erin est à 2 mètres de moi. Sa balise est allumée et elle indique « Super, il y a une personne à 2 mètres de moi ». Près d'un quart des décès d'avalanche sont dus à des traumatismes comme heurter un arbre, un rocher ou être poussé d'une falaise. Le reste est dû à l'asphyxie. Si vous êtes enseveli sous une avalanche avec le visage sous la neige, une petite poche d'air permet de respirer. La neige est d'abord poreuse, mais la chaleur de votre corps et de votre souffle fait fondre la neige qui regèle ensuite, formant une bulle imperméable. À mesure que vous respirez, la concentration de CO2 dans cette bulle augmente et la quantité d'oxygène diminue jusqu'à ce que vous mouriez d'asphyxie. Si vos amis vous trouvent et vous dégagent en 10 minutes, vous avez 80% de chances de survie. Après 15 minutes, cette chance tombe à 40%. Au bout de 30 minutes, vous n'avez plus que 22% de chances de survie. Donc le temps est crucial. Il existe une autre invention qui pourrait vous sauver la vie, c'est l'airbag d'avalanche. Si un skieur déclenche une avalanche, il peut tirer sur une corde qui active l'airbag. L'airbag se gonfle rapidement. Autrefois, on utilisait de l'air comprimé, mais les versions récentes fonctionnent avec des ventilateurs sur batterie. L'airbag accroît la flottabilité du skieur, réduisant le risque d'ensevelissement en avalanche. Un autre avantage est qu'en se dégonflant, l'airbag crée une plus grande poche d'air, donnant au skieur enseveli plus de temps pour être secouru. Les airbags d'avalanche réduisent les risques de mortalité de près de moitié. Environ 30 personnes meurent chaque année dans des avalanches aux États-Unis et une centaine de plus en Europe. La plupart d'entre eux sont des skieurs, des snowboarders ou des motoneigistes hors piste. Et ils ont très probablement déclenché l'avalanche qui les a tués. Les avalanches sont magnifiques, majestueuses et absolument terrifiantes. En hors-piste l'hiver, emportez pelle, sonde et détecteur d'avalanche. Vérifiez également le bulletin d'avalanche et prenez de bonnes décisions avant d'aller en terrain avalancheux. Parce que la meilleure façon de survivre à une avalanche, c'est de ne pas se faire prendre dedans.